Alors, on va passer les questions à la salle. Hein. On va leur proposer de vous interroger un petit peu sur ce qu'on vient de dire, la maladie, l'écriture. Je te pose une question. Il y a déjà des questions? Oui. Est-ce que dans votre famille, on a connu des cas comme le vôtre? Alors on s'est renseigné justement parce qu'on s'est posé la question. Il n'y a pas de cas avéré. Il y a une personne qui s'est suicidée très très jeune, à 24 ans, mais on n'a jamais su la cause. Alors peut-être qu'elle avait cette maladie, que ça a été caché, mais on n'a jamais su. Donc du coup, en tout cas, il n'y a pas d'autres cas de schizophrénie avérés en tout cas. Moi, je vais vous demander, entendiez-vous une voix ou plusieurs voix? Et à quel niveau vous l'entendiez? Est-ce que c'était au niveau des oreilles, dans la tête, ça venait de l'extérieur, de l'intérieur? Alors moi, c'était toujours la même voix, c'était une voix très très grave, et c'était dans mon esprit, dans ma tête en fait. Ouais. Combien de temps ça vous a pris pour passer de l'obscurité à la clarté? Ça a pris du temps, ça m'a pris... alors déjà, pour écrire le livre, Obscure Clarté, il m'a fallu 3 ans. Et même au-delà de ces 3 ans, je dirais à partir du moment où j'ai commencé à pouvoir partager les choses, à parler devant des gens, à faire partager mon expérience, en fait, c'est là que je me suis vraiment senti dans la clarté. Même quand j'ai commencé à être aide-soignant, même si j'étais déjà beaucoup mieux stabilisé, j'avais encore un petit peu de chemin à faire, je pense. Et le fait aussi d'être marié, d'avoir une femme que j'aime énormément, ça aide beaucoup, je pense. Quand on est à deux, on se sent aussi plus fort que quand on est tout seul. À l'heure actuelle, vous êtes plus considéré comme schizophrène? Ah, si, j'ai un traitement à vie en fait. Hein. Je suis considéré toujours comme une personne atteinte de la schizophrénie, donc j'ai toujours un traitement que je prends tous les matins. C'est comme quelqu'un qui serait diabétique et qui devrait prendre une pilule tous les matins en fait. C'est vrai qu'au début c'est pas évident parce que on sait qu'on va avoir un traitement à vie. Souvent, des fois les traitements changent, mais bon voilà. Moi j'ai la chance d'être tombé sur un traitement qui me correspond, même si au début j'ai pris 20 kilos, parce que souvent il y a des effets secondaires. J'ai fait beaucoup de sport pour reperdre tout ça, mais voilà, si je devais faire passer un message, c'est qu'il faut être patient avec ces traitements. C'est-à-dire que souvent je vois des gens qui, comme il y a des effets secondaires, et je peux comprendre parce que je les ai vécus aussi, des impatiences ou plein de choses différentes selon les personnes, on va se dire au bout de 2 ou 3 semaines ou d'un mois, je vais arrêter mon traitement et en prendre un autre. Mais si on n'est pas patient avec le traitement, parce qu'un traitement ça met minimum 2 semaines à agir, et si on change trop souvent de traitement, on se déstabilise et c'est pas bon, quoi. Donc il faut essayer un peu plus longtemps, voir si ça marche. Après il y a des fois où ça marche pas, il faut changer. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Vous avez quand même une volonté de faire. C'est gentil. Il y a une question là. Attendez, juste, il y a une question. Il y a une question là-bas. Moi, ce qui m'embête, c'est ce que j'appellerais la sémantique. C'est-à-dire que je crois que le mot schizophrène vient du grec, sortir du sillon. Et je préfère nettement ce mot-là, parce qu'il est vague. Alors, à partir du moment où on désigne une maladie, on croit savoir. C'est pas comme une maladie somatique. Donc, à mon avis, il y a autant, je préfère le mot souffrance, il y a autant de malades que de schizophrènes. Voilà. De forme. De forme, oui, c'est-à-dire on ne connaît pas l'étiologie. Elle est c'est peut-être enzymatique, c'est peut-être hormonal, on ne sait pas. C'est tout à fait vrai, il y a autant de formes de cette maladie qu'il y a de personnalités. D'où le problème avec les traitements, parce que un traitement qui marche sur moi ne marchera peut-être pas sur la personne B, puisqu'elle n'a pas la même personnalité. Et c'est ça qui est très difficile, parce que si c'était comme le cancer ou d'autres maladies, tel traitement normalement doit marcher sur tel cas de cancer, en règle générale, alors que nous c'est beaucoup plus subtil, ça marche pas comme ça en fait. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui sont complexes, et c'est vrai que comme vous disiez tout à l'heure, au niveau de l'origine de la maladie, c'est encore assez obscur. Juste, on peut aussi parler, mais pas moi, des traitements les plus anciens. Je crois qu'il y a eu un poisson qui donne de l'électricité, je crois il y a 2000 ans, si. Après, il y avait eu le roux. Oui, je vais passer.
Bonjour. Bonjour. C'est une petite question. C'est après être passé par cette maladie, est-ce que la vie est-elle plus belle aujourd'hui? Ah, je suis content que vous me posiez la question. Parce qu'effectivement, je voulais le dire tout à l'heure, et puis je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que depuis que j'ai eu cette maladie, j'ai l'impression que comme une renaissance, parce qu'avant la maladie, en fait, j'avais l'impression par moments de vivre, mais je ne faisais pas les choses à fond. Et depuis que je sais que j'ai cette maladie-là, j'essaie de vivre chaque instant pleinement et de vivre les choses à fond, parce que ça m'a appris une chose, c'est qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Même si aujourd'hui je suis stabilisé, mais je peux très bien avoir un accident de voiture, ou je sais pas, on ne sait pas. Mais il faut vraiment profiter de chaque instant. Et maintenant, j'ai vraiment cette envie de croquer la vie à pleines dents, que je n'avais pas avant, en fait. Bravo. Merci. Donc, j'ai une question, moi. C'est, avez-vous eu l'impression d'être exclu? Oui, enfin, mais j'ai eu l'impression d'être exclu, mais le terme est exact, c'est l'impression. Parce que à partir du moment où je ne parlais pas à mes amis de la maladie, où je ne leur laissais même pas la chance de me dire s'ils acceptaient la chose, s'ils pouvaient être ouverts ou ce genre de choses, forcément je me suis exclu, mais je me suis exclu tout seul en fait. Parce que peut-être que certains auraient été compréhensifs, mais je ne saurais jamais en fait. Ils l'ont appris en fait en découvrant le livre. Donc c'est pas pareil. Voilà. Une autre question? Ah, pardon. C'est une question là et après devant. On a souvent l'avis des spécialistes, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on puisse guérir de la schizophrénie? J'espère qu'un jour on pourra guérir. Pour l'instant, je pense que si vous me posez la question, est-ce que je me sens guéri, je dirais, je me sens stabilisé, je me sens bien dans ma vie de tous les jours. Après, j'ai toujours un traitement à prendre chaque jour. Donc pour moi, une personne qui est guérie n'a plus de traitement à prendre. Le problème sur cette maladie-là, c'est que souvent, une personne peut arrêter le traitement et du coup, les voix risquent de revenir. Ou les hallucinations, si vous voulez. Mais il y a des recherches en génétique qui ont avancé notamment. Peut-être qu'un jour, on pourra dire « je suis guéri de la schizophrénie », c'est ce que je souhaite, ce serait vraiment super. Et si ça vous empêchait de vivre moins, ça serait aussi super? Oui, pardon. Oui, si ça vous empêchait de vivre à fond votre existence, est-ce que ça serait aussi super de guérir de la schizophrénie? Oui, vous avez dit que vous viviez à l'heure actuelle à fond, que vous croquiez la vie à pleines dents. Mais si guérir de la schizophrénie, ça voulait dire revenir à un niveau très normal, voire en dessous de la normale des gens, c'est-à-dire être plus atone, plus moins tonique. Est-ce que vous souhaiteriez guérir de la schizophrénie? C'est une bonne question. On a le droit d'être choqué. Je dirais que j'ai appris à juguler ma maladie, que je la vis très bien au jour le jour, donc je ne changerai pas les choses, en toute sincérité. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une question très pertinente parce que, effectivement, avant de découvrir que j'étais malade, j'étais un peu nonchalant, voilà. Et finalement, ça m'a fait me rendre compte des vraies priorités de la vie, en fait. Bonjour, j'avais une question à vous poser. Combien de temps que vous avez mis à écrire ce livre? Et secondement, les traitements de médicaments, il y en a qui en prennent et qu'il faut que les médicaments durent un certain temps pour qu'on se guérisse, et ce qui n'est pas toujours facile. Alors, pour répondre à la première question, donc j'ai mis 3 ans à écrire le livre, sachant que la dernière année c'était assez difficile parce que j'étais encore en école aide-soignante, donc je faisais les deux. C'était un petit peu compliqué, mais je l'ai fait. Et pour répondre à la deuxième question, effectivement, les traitements ont des effets secondaires. Après, ce qu'il faut voir, c'est à partir du moment où il y a plus d'effets positifs que d'effets négatifs, il faut continuer. C'est surtout ça qui est très, très, très important. Et comme je disais tout à l'heure, il faut être patient parce qu'effectivement, on peut prendre du poids. Moi, j'ai pris 20 kilos, donc c'est pas évident quand on est sportif ou même si on n'est pas sportif, de toutes les façons, de prendre 20 kilos en quelques mois. Mais après, je pense que
avec un petit peu de volonté et de la patience, bah, on peut y arriver. Merci. De rien. Bonjour. Excusez-moi, quand vous parlez des lois sur les accidents de bus, vous avez une agression sur le bus. Est-ce que c'est vrai ou c'était vos amis ou d'autres personnes qui tiraient du garde ou bien... Alors en fait, moi c'est ce que j'ai interprété, c'est-à-dire qu'il y avait une fille à franges qui était au fond du bus, et moi quand je suis rentré dans le bus, je l'ai vue, et j'ai cru qu'elle parlait, qu'elle disait des choses, des insultes à mon encontre, mais elle ne disait rien, elle discutait juste avec son ami qui était à côté, elle rigolait parce qu'il avait peut-être fait une blague, mais il n'y avait rien à voir avec moi en fait. Et ça a commencé comme ça, les premières crises de bouffées délirantes, je me suis inventé tout ça en fait, c'est une voix en fait qui fait un peu voir le mal partout finalement. Bonjour, je voulais poser une question. Y avait-il un côté dépressif dans votre schizophrénie avec la culpabilité, un tristesse profond, la pensée suicidaire, tout ça? Alors, je suis quelqu'un à la base qui suis très très positif, je pense que c'est ce qui m'a sauvé. Mais par contre, effectivement, quand j'ai appris ma maladie, oui, j'ai fait une dépression qui a duré 2 ans, où j'étais vraiment pas bien parce que j'étais dans le déni, je n'acceptais pas en fait. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé à accepter la maladie, à en parler un peu avec mes parents, à écrire Obscure Clarté, que j'ai commencé à progresser. Mais pendant longtemps, je vivais reclus et caché quoi en fait. Hein. Oui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous passer complètement de traitement? Malheureusement, non. Non, parce que j'ai un médecin qui m'avait dit il y a quelques années d'essayer d'arrêter quelques temps pour voir. Et au bout de 2 ou 3 mois peut-être, j'ai commencé à avoir des idées contradictoires. Enfin, j'ai l'impression que ça allait revenir, donc j'ai vite repris mon traitement en fait. Et je peux vous demander, est-ce que vous avez jamais souffert de maniérisme? C'est très déstabilisant vis-à-vis du monde extérieur. C'est très stigmatisant, le fait d'avoir des symptômes de maniérisme. Qu'est-ce que vous entendez par symptômes de maniérisme? Des mouvements de visage ou des gestes un peu... Non, moi ça se manifestait pas comme ça. Moi c'est plutôt des impatiences, c'est-à-dire... même encore aujourd'hui, avec le traitement que j'ai, si vous voulez, par exemple, quand on va au cinéma avec ma femme, je vais vous raconter une anecdote, enfin, on regarde, enfin, surtout moi, je regarde la durée du film, parce que j'ai du mal à rester assis très très longtemps, sauf quand je suis occupé, et regarder pour moi être passif devant un film, c'est parfois difficile. Donc quand il dure 1h30, ça va, 2 heures, ça passe encore, mais quand il dure 3 heures, on y réfléchit souvent à 2 ou 3 fois, parce que je suis pas sûr de pouvoir rester assis pendant 3 heures, en fait. Et, sauf si le film est passionnant, il faut vraiment qu'il soit passionnant. Est-ce que vous êtes arrivé à gérer la déambulation, le fait de devoir bouger tout le temps? Bah là, oui, vous voyez, ça va. Ouais. Mais vous sentez que c'est vraiment stabilisé? Il y a des jours où quand je suis un peu stressé, ça peut m'arriver d'embêter tout le monde et de me lever, de me rasseoir, ça m'arrive encore. Hein. Mais j'arrive à mieux le gérer qu'avant, oui, parce qu'il y a encore quelques années, il y avait des moments où c'était très difficile. Je voudrais savoir si vous aviez d'autres sources de renvoi de ces voix, comme la télé par exemple, ou des choses dans lesquelles vous vous retrouviez un peu. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Je suis pas sûr d'avoir compris. Je voudrais savoir, ça a commencé dans le bus, mais est-ce que ça se démultipliait à différents endroits Ah oui, tout à fait, oui. Il y a une bibliothèque que j'adore à Rennes qui s'appelle les Champs Libres. Et j'ai fait une crise il y a plus de 10 ans, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Enfin bref, où je suis dans les champs libres en fait, et il y a des caméras, et je crois en fait que les caméras se fixent sur moi et que tous les agents de sécurité vont venir me voir pour m'expulser de la bibliothèque alors que je suis juste en train d'écrire quoi. Et ça pouvait se manifester dans plein de lieux différents. Ça s'est manifesté dans le métro où j'ai cru qu'un agent secret était là pour me pister, donc il n'y avait pas d'endroit précis en fait. Vous avez parlé d'Antonin Artaud, des gens qui ont eu des grands taillissages. Vous pouvez nous parler, il y a aussi Van Gogh, d'autres personnes. Non, ça va, j'ai une voix qui porte. Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres personnes connues qui ont eu des troubles plus ou moins graves?
Oui, je peux vous parler de John Fornash, qui était une personne qui était atteinte de schizophrénie, qui a eu le prix Nobel, je crois que c'est en 94, oui, c'est ça. Il y a des connaisseuses. Il y a un film d'ailleurs dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle Un homme d'exception, qui est incroyable, qui retrace bien la vie de ce grand mathématicien, ce grand économiste. Et il y en a d'autres, hein. Par exemple, il y a Auguste Comte, qui avait aussi des maladies psychiques. Le fils d'Einstein était aussi diagnostiqué en tant que personne atteinte de la maladie était schizophrène aussi. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Léonard de Vinci, on n'est pas sûr, mais on pense qu'il avait des troubles psychiques aussi. Il a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas été terminées, qui étaient inachevées, parce qu'il avait un sentiment de fuite. En fait, il n'était jamais satisfait. Et en fait, je pense qu'il y a souvent un parallèle à faire entre la créativité et entre guillemets les maladies psychiques. Parce que souvent, grâce à la créativité, on arrive à se sortir de tout ça. Oui, vous dites que vous avez lu tout Baudelaire. Enfin, en tout cas, on vous fait crédit d'avoir lu Baudelaire. Obscure clarté, ça pourrait être un titre de Baudelaire, dans Correspondance. Je prends ça pour un compliment. Oui, ça aurait pu. C'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, c'est la poésie des mots, les images, les métaphores. C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Il y a d'autres personnes qui m'ont marqué, Rimbaud également, enfin, et d'autres encore, Victor Hugo aussi. Mais en fait, là, je suis sur un autre projet en ce moment, parce que j'ai étudié en fait différents types de génies qui ont marqué différentes époques, et j'essaie de trouver des dénominateurs communs à toutes ces grandes personnes, et d'en tirer un peu un trait philosophique, c'est-à-dire comment on peut faire pour s'élever spirituellement. Et donc, moi, je sais que quand j'étais au fond du trou, ces gens comme Einstein qui n'avaient pas eu le bac, même si je savais que j'étais pas aussi intelligent et je ne serais jamais aussi intelligent que lui, ça m'a tiré vers le haut. Je pense qu'on a tous besoin de modèles et de gens qui nous poussent en fait à nous battre et à nous surpasser. Et moi, s'il n'y avait pas eu ces gens dont je me suis inspiré, et d'autres personnes, faisant du basket, forcément Michael Jordan, c'était quelqu'un que j'admirais énormément. Et ce qui m'interpelle et ce qui m'intéresse énormément, c'est pas tant les calculs, parce que les calculs d'Einstein, je ne peux pas les comprendre. Par contre, quand on explique de façon littéraire les choses, je les comprends très bien. Et ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de ces différents génies. Ce qui a nourri leurs œuvres, en fait, c'est leur personnalité et le chemin qu'ils ont dû parcourir pour en arriver là. Et j'essaie d'extraire des points communs. Ce sera sur un nouveau livre que j'espère que je publierai bientôt. Depuis tout à l'heure, vous parlez des maladies. Mais quel genre de maladie? Alors, on parle des maladies psychiques. Et comment faire pour les soigner? C'est une bonne question, ça. Je pense que déjà, pour soigner une maladie, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut être conscient qu'on est malade. Donc, il faut accepter le fait d'être malade. Après, c'est important de pouvoir sortir ces mots. Donc, il faut essayer d'avoir une occupation ou au moins un objectif. Comme je disais tout à l'heure, ça peut être plein de choses, mais il faut quelque chose qui nous passionne, en fait. On va essayer d'un petit peu de se créer un univers autour de ça. Et après, ce qui est important aussi, c'est d'avoir un traitement qui est adapté, qui nous permette de vivre une vie normale, en fait. Je vais la poser comme ça. Ne regrettez-vous pas que votre psychiatre ne vous ait pas parlé des ateliers qui existent pour exprimer justement cette écriture? Il existe des ateliers dans lesquels on peut aller, et le fait qu'on ne vous en ait pas parlé, le regrettez-vous? Je pense que j'ai perdu 2 ans là. Parce qu'en fait, si ma mère n'était pas inscrite à l'UNAFAM, qui est un groupe de parole, une association justement qui s'occupe des familles dont des personnes sont atteintes de schizophrénie, s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été encore plus dur, parce que moi j'avais une vision vraiment très très négative de la maladie. Je ne savais pas qu'il y avait des ateliers d'écriture. Je ne savais pas non plus qu'il y avait je connaissais le concept d'art-thérapie, ça m'était étranger, je ne connaissais pas à l'époque non plus. Et
Du coup, je pense que j'ai perdu 2 ans. Bon, après, c'était reculé peut-être pour mieux sauter, je sais pas. Mais je ne lui en veux pas. Je pense qu'il y a tellement de travail aussi. Et le téléphone n'arrêtait pas de sonner, il fallait qu'elle réponde. Et puis moi, je n'ai pas aussi fait la démarche de lui reposer la question après. Je pouvais lui poser la question, bah, qu'est-ce que j'ai, pourquoi je suis malade. Et je suis resté replié sur moi-même, en fait. Donc, c'est pas forcément sa faute à elle non plus, c'est aussi la mienne. 2 ans, je pense que c'est rien, parce qu'on peut perdre encore plus de temps que ça, je pense. C'est vrai. Cette maladie difficile et très dure à gérer, vous fait-elle encore peur? Alors aujourd'hui, non, je ne dirais pas que ça me fait peur. Pendant longtemps, j'ai eu peur de faire une rechute. Parce que même si j'avais un traitement, on ne sait jamais. Là, ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait de rechute. Donc je dirais que j'ai appris à l'apprivoiser. Et je ne dirais pas que ça me fait peur. Maintenant, j'ai un autre regard, le regard du vécu, mais aussi le regard en tant qu'aide-soignant. Et je dirais que j'ai plutôt de la tendresse pour cette maladie, même si c'est une maladie qui est très, très complexe et très difficile. J'ai plus du tout le même regard que j'avais avant d'apprendre ces notions-là, en fait, et puis cette maladie. Merci. Excusez-moi, Patricia. Vous êtes devenu soignant et vous avez décidé de travailler dans l'établissement où vous avez été hospitalisé. Pourquoi? Alors en fait, quand j'étais donc interné, j'ai eu une équipe soignante qui m'a vraiment épaulé, qui m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, en fait, avant d'être interné, j'étais auxiliaire de vie auprès de personnes handicapées. Donc quand j'étais à la faculté de droit, pour payer mes études de droit et parce que ça m'intéressait. Et quand j'ai voulu tourner la page de la faculté de droit et faire autre chose, le métier d'aide-soignant m'a semblé évident. Et après, effectivement, quand j'ai décidé de travailler en tant qu'aide-soignant, bah forcément les maladies psychiques et tout ce qui tournait autour, ça m'intéressait énormément. Donc j'ai décidé d'y travailler en fait plus tard. Et est-ce que vos collègues actuels, est-ce que ça a été vos soignants au moment où vous avez été hospitalisé? Alors, au tout début, effectivement, c'est une bonne question, il y avait une femme qui était là à l'époque où j'avais été interné. Elle ne m'en a pas parlé au début, mais après, quand le livre est sorti, elle en a entendu un peu parler, donc on a pu discuter. Parce que moi, je ne savais pas si elle m'avait reconnu ou pas, donc je me disais, bon, bah, je ne vais rien dire, dans le doute, quoi. Hein. Et au bout de quelques temps, quand il y a eu quelques articles, et bah, du coup, on en a parlé. Mais moi, ce que j'ai adoré, c'est que l'équipe soignante, que ce soit elle ou les autres, ils m'ont jugé sur mon travail. Et moi, c'est ce que je demande, en fait. C'est juste être jugé sur ce que je fais en tant que personne et pas sur la maladie que j'ai, en fait. Je voulais vous demander, quand vous avez été interné, est-ce que les psys venaient vers vous ou c'est vous qui allez vers eux? Bah, en fait, ça se passe avec... on a un rendez-vous, en fait. Donc, du coup, il y avait un rendez-vous tel jour qui était programmé et on allait au rendez-vous, en fait, tout simplement. Oui. Mais moi, j'aurais pu demander des rendez-vous et je ne l'ai pas fait. J'ai eu un entretien avec une psychiatre, mais je n'ai pas demandé d'autres rendez-vous parce que je suis resté, comme je vous disais, trop replié sur moi-même, en fait. Oui, c'est ça que je reproche. Si vous n'allez pas vers les psys ne viennent pas vers vous. Bon. C'est surtout ça. Voilà, d'accord, j'ai ma réponse. Non, mais ça dépend. C'est-à-dire que effectivement, je peux pas parler au nom des psychiatres, mais si vous voulez, d'un point de vue extérieur, on se dit le psychiatre, il vient pas vers moi, mais on se rend pas compte de la tonne de travail qu'il y a aussi, et même en tant que soignant, parce qu'en tant qu'aide-soignant, des fois, par exemple, il y a des gens qui nous sollicitent, et on n'a pas le temps d'aller les voir tout de suite, malheureusement, on aimerait. Et des fois, on est obligé de prioriser et de voir vraiment, entre guillemets, la personne qui va le plus mal, on va d'abord aller la voir et après on ira voir une autre personne. C'est triste, mais malheureusement, c'est une forme de réalité en fait. Moi, je me posais une question sur le travail d'écriture. Est-ce qu'il n'est pas déstabilisant d'être face à face avec ces démons? Est-ce que vous conseillerez l'écriture comme thérapie à tout patient? Alors, pour répondre à la première question, effectivement, c'est déstabilisant, sinon j'aurais pas eu des larmes qui seraient sorties quand j'ai composé le chapitre sur mon papa. Après, je ne vais pas vous dire que chaque personne en écrivant va aller mieux. Il faut que ce soit quelque chose
d'abord qui lui plaise, il ne faut pas forcer la chose. Ça, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la musique, ça peut être le sport, ça peut être plein de choses. Ça peut être la couture, enfin plein de choses, mais il faut arriver à avoir quelque chose qui nous fasse un petit peu oublier tout ça en fait, quelque part, et pouvoir s'évader. Donc ça peut être beaucoup de choses en fait, du moment que c'est un centre d'intérêt tout simplement. Bonjour. Bonjour. J'aurais oublié un point que vous avez dit qui m'a particulièrement intéressé. Vous dites qu'à l'heure actuelle, il y a encore quelques difficultés que vous rencontrez. Vous avez parlé par exemple des difficultés à vous organiser. Vous n'êtes pas un as de l'organisation. Et on a le sentiment que vous savez très bien vous faire aider par les autres. Parce que vous acceptez d'être aidé par les autres. Donc je me disais que, quand vous parlez de résilience ou avoir traversé une épreuve rend plus fort, j'ai le sentiment que vous vous connaissez mieux et que vous savez des petits points peut-être que vous êtes un peu moins performant dans votre organisation de vie, je sais pas, et vous acceptez mieux l'aide des autres. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que il y a une époque où j'étais trop refermé en fait sur moi-même. Et je n'acceptais, et trop fier sûrement, et je n'acceptais pas l'aide en fait. Donc du coup, même si j'ai dû voir une psychiatre en sortant de l'hôpital psychiatrique, quand j'allais la voir, elle me demandait si ça allait, je lui disais oui, tout va bien, et j'avais mon ordonnance pour mon traitement, et grosso modo, ça s'arrêtait là, quoi. Mais c'est parce que je ne lui donnais pas de matière non plus, parce que j'étais trop fier pour avouer mes faiblesses. Maintenant, effectivement, si ça allait à nouveau mal, je n'hésiterais pas à aller voir une psychiatre et à lui dire les choses. Parce que je pense que ma façon à moi de dire les choses, ça a été l'écriture. Maintenant, j'arrive à le faire en parlant devant vous aussi. Mais c'est vrai que pendant longtemps, j'étais plutôt timoré et timide et peut-être trop fier pour pouvoir justement avancer. Parce que quand on accepte l'aide de quelqu'un qui nous tend la main, on peut avancer forcément. Vous dites replier sur vous-même, vous n'avez pas l'impression que c'est un passage obligé de la maladie les premières années, que c'est symptomatique de cette maladie et qu'il faut un certain nombre d'années pour arriver à dépasser ce renfermement sur soi? Probablement, puisque un des premiers signes de stabilisation de cette maladie, c'est quand la personne arrive à aller vers les autres, à avoir du lien social en fait. C'est un signe majeur. Et pendant longtemps, c'est vrai que je me suis enfermé tout seul, puisque du coup, mes amis n'étaient pas au courant, je ne les voyais plus. Donc du coup, après, on se coupe du tissu social et ça devient plus dur parce qu'on tombe dans une forme de dépression. Donc, mais pour arriver à en sortir, comme vous dites très justement, il faut du temps. Souvent, c'est plusieurs années. On parle souvent de 5 ans. On dit souvent que c'est une maladie qui traîne tout le monde par le fond pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, traitement et encadrement, on commence à émerger à nouveau. Alors après, vous donner un chiffre comme ça, c'est difficile. Je pense que comme c'est une maladie qui touche avant tout la personnalité, ça dépend de tout un chacun. Chez une personne, ce sera 1 an, l'autre, ce sera 6, ça dépend. Et ça dépend aussi de son passif, de son passé, ça dépend de plein de choses. Comment on arrive à gérer tout ça. Oui, on pourrait parler aussi de surréalisme ou de fantastique. C'est-à-dire comment un psychiatre supposé normal puisse se mettre à la place de quelqu'un, disons, hors standard, hors norme. Ça paraît presque impossible. Malgré l'empathie, malgré la compassion, malgré la générosité. C'est tout l'enjeu du métier. Je voulais vous demander, est-ce que vous conseillez des réunions de groupe? Alors oui, pourquoi pas. À partir du moment où ça vous apporte quelque chose, si vous faites une réunion de groupe et que du coup vous vous sentez bien dans cette réunion, vous apprenez des choses, oui, ça peut être très utile. Donc on va vers l'avant. Il vaut mieux aller vers l'avant que vers l'arrière. Bien sûr, bien sûr, oui. Mais c'est vrai que ce soit une réunion de groupe, que ce soit, par exemple, comme ici,
une rencontre autour d'un débat sur ces maladies-là, que ce soit un psychiatre avec qui vous conversez, à partir du moment où ça vous apporte quelque chose, c'est du positif. Et quand on sait ce qui nous apporte quelque chose, il faut continuer dans cette voie-là, en fait. Merci. Oui, dites-moi, que vous a-t-il manqué le plus durant ce périple? Je dirais que la confiance, peut-être, au début. Parce que du coup, quand j'ai appris le diagnostic, j'ai totalement perdu confiance en moi. Et bon, après, c'est peut-être un passage obligé aussi, comme le repli. Je sais pas. Mais je dirais... et beaucoup de solitude, parce que comme je le cachais, que même mes parents au début n'étaient pas au courant, beaucoup de solitude, en fait. Je pense d'avoir peut-être, si j'avais réussi à en parler, d'avoir des amis sur qui compter, ou ce genre de choses, en fait. Est-ce que vous considérez que vous avez fait preuve de beaucoup de courage? Je considère qu'en fait, ce sont les épreuves qui nous font avoir du courage. Et n'importe quelle personne qui a une épreuve, elle va puiser en elle le courage. Et je pense qu'on a tous du courage en soi. Après, ce sont les épreuves qui font qu'on le met en action ou pas, en fait. Je ne sais pas si je vais arriver à formuler bien la question. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus d'angoisse que d'autres au moment des épreuves de séparation, des deuils à faire, par exemple, des gens qui vont mourir ou dont vous connaissez les maladies lourdes? Est-ce que vous avez l'impression que ça a été plus pénible à ce moment-là pour d'autres? C'est une bonne question. J'aurais du mal à vous répondre parce que n'étant pas à la place... n'étant pas à la place, en fait, d'autres personnes qui vivent la même chose que moi. Non, de vos proches. Le deuil à faire au moment de la mort de vos proches, par exemple. D'accord. De certains proches. Je pense que quand on a cette... de mon point de vue, c'est difficile parce qu'on a cette fragilité émotionnelle en nous. Et du coup, forcément, c'est compliqué à vivre. Après, est-ce que ça allait plus que pour d'autres personnes? Je ne peux pas vous dire, mais je sais que quand on a cette fragilité émotionnelle, il faut faire attention, en fait. Une toute petite dernière. Oui, je crois dans les années 60, il y a un grand psychiatre italien qui s'appelle Basaglia, qui a mis tout le monde dehors. Il paraît, donc il disait que c'était presque l'enfermement qui créait la maladie. Et donc il a mis tout le monde dehors, et paraît-il, il y aurait eu beaucoup de dégâts. Alors, c'est compliqué de répondre à cette question parce que je ne connais pas ce monsieur, mais je crois qu'en France, la notion de psychiatrie a été inventée par Pinel, si mes souvenirs sont bons. Et en termes d'histoire au niveau de la psychiatrie, c'est vrai qu'on partait de très loin parce qu'il y a une époque où les gens étaient enfermés, attachés, ce genre de choses. Maintenant, c'est heureusement plus humain. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire, comme dans beaucoup de domaines de la société, mais je ne pense pas que ce soit que l'enfermement en tant que tel soit une bonne solution. À partir du moment où la personne commence à être stabilisée, il faut qu'elle ait un objectif d'essayer de s'en sortir. Et de s'en sortir, ça peut passer par faire des excursions dehors, faire des animations, faire plein de choses. Et c'est vrai que parce que au bout moi je sais que quand j'étais à l'hôpital psychiatrique, même si je ne suis pas resté des années, au tout début, je n'avais pas le droit de sortir et c'était vraiment très difficile. Hein. Je regardais, il y avait un magnifique parc qui existe toujours d'ailleurs, hein, et je le regardais, je me disais un jour tu auras peut-être la chance d'aller dans ce parc. Et un jour j'ai pu aller dans ce parc au bout de quelques temps. Et c'est là que j'ai commencé à écrire l'introduction d'Obscure Clarté, parce que je me suis senti libéré en fait de quelque chose de très pesant. Et après, donc, je suis retourné dans l'unité dans laquelle j'étais, mais sachant que je n'étais plus le même en fait. Oui,
est-ce que vous avez ressenti une stigmatisation, la peur de l'entourage? Est-ce que vous avez perdu beaucoup d'amis au cours de cette aventure? En fait, comme je le disais tout à l'heure, je n'en ai pas parlé à mes amis. Donc je les ai perdus, mais si vous voulez, je les ai perdus, c'était aussi ma faute puisque je leur en ai pas parlé. Donc du coup, ils n'étaient pas au courant. Mais il n'y avait pas de signes visibles extérieurs. Mais non, mais je les voyais plus. J'ai dit que j'étais malade, mais je n'ai pas dit ce que j'avais en fait. Donc du coup, j'ai quitté la faculté de droit, j'ai été interné dans un hôpital psychiatrique, et pendant plusieurs années, je les ai pas vus. Ils ont appris la maladie quand le livre est sorti en fait. Est-ce que vous avez dû essayer de nombreux traitements avant de trouver le bon? Donc, quand j'étais interné, j'ai effectivement essayé plusieurs traitements. Et c'est à la sortie de l'internement qu'on a essayé un autre traitement qui m'a fait prendre beaucoup de poids. Mais du coup, au bout d'un certain temps, on a diminué les doses de ce traitement. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment un traitement qui me correspond. Mais ça a pris beaucoup de temps. Merci. C'est Robin Biotte pour cet entretien, cet échange. Je propose que nous passions en confort. Juste à l'extérieur, il y a une rencontre efficace. Je